comme moi, sont des très méchants gens. Les scientifiques sont souvent d'une générosité immense. Ils aiment expliquer. C'est que nous ne leur posons pas les questions. Ils aiment expliquer. Et il y a parmi eux, c'est le faux mot, haute vulgarisation. C'est tout à fait le faux mot. Il y a des très grands enseignants, si vous voulez, même dans un sens informel de l'enseignement. Ils voudraient qu'on leur pose la question. Parfois, on ne peut pas avoir la réponse parce qu'il faut encore trop de maths. Mais sur bien des questions décisives, il y a tout à apprendre et c'est déjà l'enfant à l'école qui doit commencer à apprendre ce que c'est la double hélice. Et quelle beauté là-dedans, quel humour. Attention, je n'ai pas le temps, on me limite cet après-midi très sévèrement. Mais il y aurait toute une conférence à faire sur le sourire dans la musique. Haydn, Satie, mais bien d'autres. Et il y a un sourire dans les hautes maths, croyez-moi. Il y a de l'humour dans la mathématique. Il y a de l'humour dans la biologie. Cet univers qui nous entoure est un monde humain tellement sinistrement sadique et crétinisé méthodiquement par la politique. Dans ce monde, il y a un grand sourire des connaissances exactes et parfois même un rire. Et il y a des écrivains scientifiques qui peuvent nous le faire entendre. 4 noyaux: histoire des maths, pratique de la musique, architecture, initiation à la biogénétique. Tout cela se résume par une phrase magnifique de Leibniz. Quand Dieu chante pour lui-même, il chante de l'algèbre. C'est une des phrases d'après lesquelles j'essaye de vivre ma petite vie. Il chante de l'algèbre. Vous me direz que c'est un programme scolaire parfaitement utopique. J'en suis nullement convaincu, mais dans les grandes crises, c'est l'utopie qui seule est réaliste. Et nous en sommes à un moment de crise énorme. Je toucherai encore à un point capital, si vous permettez. Au lieu de la responsabilité de transmettre, j'ose croire que s'impose la responsabilité de traduire, de trouver moyen de communiquer, de s'entendre entre les générations à un moment de changements radicaux et formidablement rapides. Faire de l'enseignement un dialogue, une collaboration autocritique. Aider à ceux qui ne savent pas le dire eux-mêmes de trouver leur parole. L'affreux jargon vulgaire, monotone, monosyllabique des jeunes, c'est leur seule défense. C'est leur seule défense. Et c'est à nous de leur aider de trouver des moyens d'expression. Là où il s'agit de techniques à transmettre, la tâche n'est pas si dure. La technique se transmet. Mais elle devient immensément dure quand il y va du transfert des valeurs philosophiques, esthétiques, culturelles, au sens étendu du mot. Chercher à démontrer qu'une lecture bien faite, c'est la très belle phrase de Peggy, lecture bien faite, un tableau qui devient rencontre avec l'inconnu, du potentiel en nous-mêmes, l'écoute concentrée d'une bonne musique ne sont pas des luxes, ne sont pas des activités de loisirs d'une classe sociale privilégiée, mais l'indispensable enrichissement de notre être. La dignitas, seul le mot latin a le poids requis, la dignitas de l'humain. Procédé intensément difficile et qui n'a de chance de réussite
le slogan peut être trop orgueilleux de ces rencontres, si l'élève vient à sentir dans son interlocuteur un engagement personnel grévé, si je puis dire, de risques et de doutes. Trop de fois, c'est la déception, c'est l'ennui que transmettent aux élèves leurs propres défaites. Mais il est finalement, c'est le dernier point, encore plus exigeant. Quel espoir, autre que matériel, transmettons-nous aux jeunes? Quelle porte ouverte sur demain et après-demain? Là, je parle, vous le verrez, d'expérience très personnelle. Le collapse des idéologies signifie aussi celui des grandes erreurs. Être jeune, c'est avoir le droit. Non, c'est avoir le devoir de se tromper immensément. Il ne s'agit pas tant des mérites ou des vices intrinsèques au fascisme, au communisme, au zionisme, à la kermesse situationniste. Il s'agit d'un investissement de l'espoir. Il s'agit de l'erreur visionnaire. J'avais 6 élèves dans mon tutorial à Cambridge. Au moment de cette sale guerre affreuse, beaucoup de jeunes ici n'en auront même jamais entendu parler, au Nicaragua, la guerre des contrats au Nicaragua. Avec un manque de tact cosmique, c'est très principal, le manque de tact. Je pose à la fin du tutoriel à mes jeunes élèves la question: vos pères, vos grands-pères sont morts à Huesca, à Madrid et à Tolède. Cambridge a envoyé à la brigade internationale des fournées de jeunes qui sont morts terriblement devant les troupes de Franco. Est-ce que l'un de vous n'irait pas au Nicaragua? C'était encore un moment de grande politesse. Les 6 jeunes m'écrivent une lettre. Monsieur le professeur, si nous allons avec la gauche, ça finit dans un stalinisme abject. Si nous allons avec la droite, c'est la CIA et l'américanisme également abject. We will never be had again. Très difficile à traduire en français. On nous aura plus, on nous aura plus. On ne va plus nous attraper. On ne va pas tomber dans la trappe. La phrase la plus triste, ça a été pour moi un tournant dans toute ma vie. Car si on sait, à 19 ans, qu'on ne va plus se laisser attraper, alors c'est quoi le reste de la vie? Si on sait ça, et je vous adjure, ne mettez pas le mot cynique, il n'y avait aucun cynisme là-dedans. Il y avait une clairvoyance terrible. On n'a pas le droit d'être clairvoyant comme ça à 19 ans. Ça enlève à l'âme l'oxygène de la grande erreur. Et avoir grandi sans s'être trompé profondément, c'est n'avoir pas eu de jeunesse. Alors voilà, mais à quel prix? En témoigne maintenant la morosité, ne m'en voulez pas, la morosité scandaleuse de l'atmosphère française dans un pays qui pourrait marcher bien. Il y a là, bien sûr, le grand problème, on n'y aborde pas, du retrait de la langue française. Mais il y a quelque chose de plus profond, une sorte de morosité, de tristesse prématurée parmi tant de jeunes. Un trop grand philosophe, je n'ai pas besoin de le nommer, c'était le titan de la philosophie et un parfait salaud. Un trop grand philosophe a dit: penser grandement, c'est se tromper grandement. Groß denken heißt groß irren. C'est absolument vrai. Penser grandement, c'est se tromper grandement. Il en a été le sinistre exemple. Mais sans cette possibilité et sans son rayonnement paradoxal, qu'y a-t-il à transmettre?
une chose seulement, les cours de la bourse, et songez à l'ambigu sinistre du mot cours. Je vous remercie. Georges Steiner, avant que nous ne passions aux questions du panel d'étudiants qui a été réuni par la Cité de la Réussite, je voulais vous poser une ou deux questions. Dans Éloge de la transmission, ce beau dialogue qui vous a uni il y a quelques années à une jeune enseignante dont je sais qu'elle est présente ici aujourd'hui, Cécile Ladjali, vous avez dit que l'amertume, l'aigreur, la morosité du professeur médiocre était l'un des grands crimes de notre société. À côté de cette amertume, de cette aigreur, de cette morosité, il convient peut-être de rajouter un autre problème lié à une certaine forme de terrorisme intellectuel. Dans le domaine des sciences dites douces, qui, comme chacun le sait, souffrent parfois de complexes divers par rapport aux sciences dites dures, n'arrive-t-il pas qu'une certaine forme d'élitisme soit responsable d'une sorte de vaporisation de l'héritage, en rendant la culture et les savoirs encore plus hermétiques par un recours effréné au jargon en tout genre? Et en fait, lorsque certains enseignants, lorsque certaines élites tournent en boucle dans leur relative inaptitude à vulgariser, lorsqu'il faut en venir parfois à faire de l'exégèse des exégètes, est-ce qu'elles ne deviennent pas, ces élites, des kamikazés de la transmission et surtout, parce que vous avez insisté là-dessus tout à l'heure, de la traduction? Mais comme on dit gentiment à Genève, j'abonde dans votre sens. Il y a là un grand scandale, le pays des précieuses ridicules, le pays de Molière et de Descartes, s'est laissé submerger dans les études philosophiques et littéraires par un prétentieux jargonnage, par l'arrogance de l'incompréhensible. Ça peut faire honte. Dans mon collège, un soir, un collègue prix Nobel, nous en avons une flopée, c'est très beau, me dit « Aidez-moi, je ne comprends pas un mot ». C'était la première page d'un essai de M. Lacan. Et j'ai eu honte. Honte pour moi, honte pour la France, honte pour le bluff de l'incompréhensible dans le pays de Molière. Ça va passer, c'est pas si grave. Des byzantinismes rocambolesques, ça passe. Il y a des grands écrivains qui savent encore écrire clairement. Pas tant que ça, mais il y en a. Et vous avez parfaitement raison. C'est dans ce grand livre que personne ne lit, de M. Benda, La France byzantine, que tout cela est déjà clairement prévu. Mais quand vous parlez à un scientifique qui aime expliquer, à un musicien qui aime jouer, à un architecte qui vous explique un bâtiment, on revient, j'espère, à certaines simplicité, ce n'est pas bon mot, à certaines clartés essentielles. Et il y a toujours eu des mouvements de dada intellectuel. C'est du dada, toute cette histoire. Ça ne fait rien. Parfois, ça stimule, ça irrite, ça agace. C'est très utile. Mais avant tout, bluffer par le jargon, c'est trahir la mission même, je crois, de la culture. Je suis absolument d'accord avec vous. Alors, dernière question avant que nos étudiants ne vous interpellent. Vous avez, dans un entretien avec Dominique Simonet, dans l'Express de décembre 2000, vous avez évoqué le fait que ce siècle, il s'agissait du XXe siècle, avait fait baisser le seuil de ce qui était humain dans l'humanité.
Alors cet échec relatif de la transmission que nous avons parfois tendance à localiser aujourd'hui, nombreux sont les avis qui convergent pour dire que notre système éducatif est en plein marasme et que cet échec de la transmission serait de notre culture comme de nos savoirs humanistes serait quelque chose de très contemporain. Mais n'y a-t-il pas là un échec bien antérieur au XXe siècle? Depuis les Lumières, vous l'avez dit vous-même bien des fois, on n'est pas vraiment arrivé à humaniser l'homme par la culture et par les savoirs. Nous tolérons chaque jour l'insupportable et l'histoire a parfois des bégaiements curieux. Les Jeux Olympiques étaient allés à Berlin en 1936, ils iront à Pékin en 2008. Il y a peut-être un élément nouveau, la diffusion instantanée médiatique de l'horreur finale. Que l'horreur finale passe à l'écran le soir même, que nous avons... Vous savez, j'ai dit la musique devrait s'arrêter. Eh bien, je vous jure, je suis sérieux maintenant. Comment est-ce qu'on peut dire certaines phrases? Pol Pot a fait enterrer vivant 100 000 personnes. Enterrer vivant. Essayez de vous imaginer une personne enterrée vivant. 100 000. Et c'était sur nos écrans les nouvelles des Killing Fields. Quasiment immédiatement, rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Rien ne bouge maintenant pour arrêter les massacres au Darfour, Rwanda, les tigres tamouls, tout ce que vous voulez. Il y a un nouvel élément. Ça devient le blasé de l'habitude quotidienne. Ça, c'est assez nouveau. Les très grandes crises de la Renaissance, des Lumières, se diffusaient lentement et à travers des mythologies qui tamisaient un peu l'immédiat. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce qui est pire, nous savons que nous pourrions faire quelque chose et nous ne faisons rien. Là, je ne suis pas psychologue, il faudrait des psychologues. Qu'est-ce qui arrive à l'intérieur de soi-même si on est indifférent? L'indifférent est le complice de l'horreur. C'est l'indifférent qui est l'immédiat, le complice de l'horreur. Ne rien faire parce que demain dans le journal, il y aura quelque chose d'autre. Et il y a maintenant du tourisme qui s'appelle extreme tourism, tourisme extrême, pour voir les sites des massacres. Bon, peut-être nous touchons à un grand changement, peut-être les jeunes en auront-ils assez, c'est concevable. Et j'attends encore que les femmes se mettent vraiment à hurler. Ah non, déjà on aurait dû entendre des voix de femmes qui disent « Plus jamais mon mari, mon frère ou mon fils iront se faire massacrer ». Il y avait des moments comme ça en Irlande du Nord, et la paix vient en Irlande du Nord. La paix vient. Miracle, miracle, miracle. Première fois depuis Cromwell, on ne tue pas. Mais un grand silence des femmes devant l'horreur d'enfanter pour un monde de massacre. Et là, quelque chose peut-être va se déclencher. On ne sait pas. Le pire n'est pas toujours sûr. J'ai fait un rapide calcul pendant que vous parliez, Georges Steiner. Vous avez évoqué les 100 000 victimes étouffées par Pol Pot. Alors ça pourrait paraître peu, 100 000 victimes par rapport aux 6 millions de victimes de la Shoah, par rapport aux 30 millions de victimes de Staline, par rapport aux 80 millions de victimes de Mao. Mais si vous aviez à enterrer ces 100 000 victimes côte à côte, épaule contre épaule, comme un couple dans un lit, il vous faudrait à peu près 60 kilomètres. 60 kilomètres. Nous avons la chance d'avoir parmi nous des étudiants qui viennent soit du CELSA, soit de l'école des mines. Et nous allons maintenant, si vous le voulez bien, leur donner la parole pour qu'ils vous posent les questions qu'ils ont préparées. Vous m'aidez parce que je suis un peu dur d'oreille. Vous m'aidez à transmettre la question si... Je vous en prie.
Bonjour, je m'appelle François Thibault, je suis de l'école des mines. Parlez très près du micro parce que malheureusement... Alors j'avais une question pour revenir un petit peu à ce que vous disiez à l'instant. Donc en fait, on peut voir qu'il y a eu un effort de mémoire très important pour présenter les horreurs de la Shoah, par exemple avec des œuvres cinématographiques ou littéraires multiples. Cependant, donc, comme vous disiez à l'instant, il y a une sorte de... il y a de nombreux génocides qui sont survenus et qui n'ont pas été empêchés. Par conséquent, on peut se demander s'il y a réellement une utilité à transmettre l'histoire. Est-ce que c'est utile étant donné que ça n'empêche rien? Est-ce que c'est le côté vain de la transmission dans certains cas, puisque le fait de transmettre les horreurs de la Shoah n'a pas empêché des horreurs de même nature ou de nature un peu différente dans les 80 ans qui viennent de s'écouler? Une question capitale. Le United States Information Service, le service culturel d'information, il y a quelques années, a organisé à Bombay une exposition de photographies et de documents sur la Shoah. Et s'aperçoit qu'une foule énorme vient en se disant « Tiens, c'est comme ça qu'il faut faire ». Et il fallait immédiatement fermer l'exposition. C'est très, très difficile de savoir, vous avez absolument raison de poser la question, quelles sont les conséquences d'une familiarisation avec l'inhumain. Staline, qui voyait très clair, quand je tue une personne, c'est un événement, quand je tue 1 million, c'est une statistique. C'est la parole de Staline. Et il est évident que contre ça, je dirais que comment peut-on enseigner l'histoire moderne sans ces événements? Mais ça inclut tout le côté du goulag, ça inclut tout, et ça doit inclure le Rwanda, et ça doit inclure... Ce sont 2 savants de Princeton, pas de Paris, qui viennent de publier la première étude en profondeur des massacres à Paris. Au mois d'octobre, c'était quoi, 60, le Papon, quand on a... C'était 60... 61. 61, du 21 octobre jusqu'au 30, 750 Algériens matraqués à mort dans les rues de Paris et jetés dans la Seine. Et toutes les statistiques y sont, c'est une œuvre capitale, elle vient un peu tard et elle ne vient pas de France. Mais au moins, tout le monde qui veut savoir maintenant peut s'informer. Dieu merci. Je n'ai pas une bonne réponse. Ne pas enseigner ces choses-là me semble humainement impossible, mais pour les enseigner, il faut un tact et une autocritique constante. Il faut dire au début de la classe et à la fin, je ne sais pas comment je me serais, moi, comporté. Dire ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puisque nous ne le savons pas, ni vous, ni moi, c'est la seule honnêteté dans cette situation. Mais Georges Steiner, puisqu'on parle d'honnêteté, je voudrais évoquer avec vous, pour compléter la question qui vient d'être posée, le problème de la culture et de la mémoire manipulée. En ce qui me concerne, je n'avais pas appris sur les bancs de l'école que la période la plus meurtrière de la guerre de 14, ce n'est pas Verdun, ce ne sont pas les grandes offensives de 1917, ce sont les 6 premiers mois de la guerre, puisqu'on peut estimer que 40% des 1,5 million de poilus tués pendant la guerre de 14 l'ont été pendant les 8 premiers mois. Je n'avais pas appris sur les bancs de l'école que la plupart des victimes de la Shoah lors des rafles de 42 n'ont quasiment jamais vu un policier allemand, mais qu'elles avaient toutes été arrêtées par des policiers français. Alors n'y a-t-il pas une très lourde responsabilité à transmettre des savoirs faussés et partiellement dénaturés? Mais celui qui le transmet, comment est-ce qu'il se serait comporté? Je répète. Et si on ne se pose pas cette question, il faut faire très attention. Ce n'est pas... La Gestapo avait beaucoup à faire lors du début de l'occupation de Paris, calendrier très chargé. C'est notre concierge qui les a appelés avant qu'ils voulaient venir. Bon, mais comment enseigner ça
en disant « je sais que je ne me serais pas mal comporté ». Savoir ça, c'est très, très, très rare. Quand ça frappe à la porte, la plupart de nous seraient abjects de peur et de compromis. Une autre question de nos étudiants. Bonjour Monsieur Steiner, je m'appelle Aurélien Bernard, je suis de l'École des Mines. Vous nous avez décrit dans le plan d'études de l'homme ou de la femme du XXIe siècle que vous proposez la substance qu'il vous paraît important de transmettre aux générations futures, mais se pose aussi la question de savoir comment la transmettre. Dans votre livre Maîtres et disciples, par exemple, vous insistez beaucoup sur l'oralité et la relation directe avec le professeur. Mais à notre époque de l'informatique, où la connaissance est de plus en plus transmise par la voie d'un écran d'ordinateur, la médiation du professeur est sans doute appelée à diminuer. Quel regard portez-vous sur cette mutation? Est-ce que vous voyez là un danger dans la transmission des connaissances? Alors, l'intervention de l'ordinateur fait donc que la médiation des enseignants est amenée à diminuer, puisque de plus en plus l'accès au savoir est en apparence autonome. Donc, que vous inspire ce fait? Le fait que l'omniprésence d'Internet, de l'ordinateur, pourrait donner à penser que le rôle de médiateur, le rôle de passeur, qui est celui de l'enseignant, a tendance à s'amoindrir. Vous avez absolument raison. Il y a là une pression critique, mais aussi des miracles. Je peux, avec un clic de mon doigt, lire une œuvre importante à l'autre bout du monde. Je peux voir les images, je peux voir les tableaux, je peux entendre une musique qui peut-être n'a pas été jouée depuis des générations. Les moyens sont fantastiques. Nous cherchons, vous le savez, les formules intermédiaires pour qu'il y ait la voix humaine dans tout cela. Là, je suis assez optimiste. On va trouver. Ce qui m'effraie, c'est la précocité des très jeunes. J'ai rencontré des très jeunes, je les ai évoqués, qui travaillaient devant l'écran avec ce qu'on appelle les fractales de Mandelbrot. Ce sont des merveilleuses structures cristallines, algébriques, qui poussent comme ça, qui sont d'une beauté éberluante sur l'écran. Et c'était des jeunes qui ne savaient pas vraiment lire ni écrire, mais qui allaient découvrir des théorèmes, des vrais théorèmes en topologie. Et alors, si je leur dis « vous êtes illettrés » et ils me répondent « c'est vous qui êtes illettrés », le dialogue des sourds s'arrête là. C'est très, très grave. Quel est le prochain pas dans la dialectique de la communication? Ne pas oublier que pendant 80 ans après Gutenberg, se multiplie le nombre des manuscrits écrits à la main et éliminés. Il y aura toutes sortes de niveaux de communication différentes. Il y aura certains ralentis, je crois, et certaines accélérations. Mais le potentiel de ces nouveaux moyens, le potentiel aussi pour les moins privilégiés. Mon fils est doyen d'un des grands collèges de New York, qui a une clientèle de sous-privilégiés énorme. Vous n'avez pas idée, vous avez peut-être idée de ce que c'est les bidonvilles de Harlem et de New York. Dans leurs écoles tragiquement démunies, il n'y a pas moyen traditionnel de créer une bibliothèque. C'est un luxe, une bibliothèque. Mais la ville fournit maintenant gratuitement un ordinateur à chaque enfant. Et pour la première fois, il est concevable que dans les écoles des taudis, des slums de Manhattan, on ait accès, on fait une visite au musée du Louvre, une visite guidée. J'ai vu ce programme, admirablement fait, des commentateurs français qui expliquent un tableau lentement, doucement. On peut ralentir, on peut revenir voir tous les détails, on peut réécouter le texte.
À la fin du programme, il y a une bibliographie. Si vous en voulez savoir plus sur Ingres ou David ou Cézanne, c'est miraculeux pour un enfant qui n'aurait aucun autre moyen